Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. C'est une colère qui ne faiblit pas et s'est transformée en un puissant mouvement anti-religieux. En Iran, les manifestations se poursuivent 6 semaines après la mort de Mahsa Amini. Le port du voile obligatoire est bien sûr au cœur de la révolte des Iraniennes. Les manifestantes dénoncent à travers lui le régime tout entier. Nous en parlerons avec la politiste, spécialiste de l'Iran, Mahnaz Shirali. Les intellectuels sont aussi la cible du régime iranien. Nous entendrons à ce sujet le témoignage très fort de Roland Marchal, chercheur français au CNRS. Il a été emprisonné durant 9 mois à Téhéran. Sa compagne, Fariba Adelka, franco-iranienne, docteur honoris causa de l'Université de Genève, est quant à elle encore détenue en Iran. Femme, vie, liberté, tel est désormais le cri de ralliement de toute une nation. Plus d'1 mois après la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, arrêté pour port du voile non réglementaire, le bras de fer continue. Les Iraniennes crient leur colère contre les autorités religieuses alors que la répression se fait d'autant plus violente. Au moins 200 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre, des centaines d'autres blessés et des milliers arrêtés. Les manifestants et manifestantes appellent à la chute du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. L'un de ses discours retransmis à la télévision d'État a même été piraté en plein journal avec la diffusion de cette image. On voit Ali Khamenei entouré de flammes avec ce message « Le sang de nos jeunes dégouline de tes doigts ». Pourquoi une révolte d'une telle ampleur? En quoi ce mouvement est-il différent des précédents en Iran? Mélanie Ohayon. En Iran, l'oppression des femmes a désormais ce visage. Mahsa Amini, cette jeune kurde iranienne de 22 ans est morte à Téhéran après son arrestation par la police des mœurs. Son voile était mal ajusté. Sa mort suspecte était celle de trop pour toutes ces femmes qui réclament plus de liberté en Iran. Depuis plus d'1 mois, la contestation contre le régime grandit. Dans la rue, devant les universités, à l'intérieur même des écoles. Ces lycéennes ont retiré leur voile et scandent « Mort au dictateur » en référence au guide suprême iranien. Je dis clairement que ces émeutes et l'insécurité sont l'œuvre de l'Amérique, du régime sioniste, usurpateur d'Israël et leurs agents salariés, avec l'aide de certains Iraniens traîtres à l'étranger. La répression est brutale, à l'image de ces forces de sécurité qui tirent sur des manifestants à Téhéran. Selon une ONG d'opposition, la répression a fait plus de 200 morts. Le régime peut aussi compter sur de fervents soutiens. Les autorités ont organisé plusieurs contre-manifestations en faveur du voile obligatoire. Le hijab fait partie de la loi dans notre pays. Et à mon avis, des martyrs ont sacrifié leur vie pour qu'on porte le hijab. Il restera avec nous. Dans leur combat, ces Iraniennes ont aussi entraîné des maris, des frères, des pères. Ils partagent tous ce même désir de changement dans un pays où près d'1 Iranien sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Une jeunesse qui a appris à contourner via des VPN les interdictions de Facebook, YouTube et Twitter. Et malgré les coupures quotidiennes d'Internet imposées par le régime, c'est sur les réseaux sociaux que leur lutte devient virale. Comme ce chant italien Bella Ciao, repris en farsi. Un appel à la résistance pour toutes ces femmes déterminées à ne plus jamais se soumettre. Comme cette jeune iranienne dont la sœur à droite, Hadis Najafi, a été tuée de 6 balles dans la tête. Elle y est allée et on lui a tiré dessus. On a perdu Hadis et on n'a plus peur de rien. Ils vont me tuer, tuer ma sœur, mon père, ma mère. Je n'ai plus peur de rien. Liberté! Le slogan de la révolte iranienne résonne à Paris, Rome, Istanbul, Tokyo ou Chypre. Brûler son voile, se couper les cheveux en signe de ralliement. Un symbole repris dans cette vidéo par une 50aine d'artistes françaises. Ou par cette députée suédoise en pleine session du Parlement européen.
Tant que les femmes d'Iran ne seront pas libres, nous serons à vos côtés. Le Canada et les États-Unis sont les premiers pays à imposer de nouvelles sanctions. Le Canada sanctionnera les responsables, y compris la soi-disant police des mœurs de l'Iran et ses dirigeants. Le 15 octobre, devant la prison des villes en flammes, où sont détenus de nombreux opposants au régime, des manifestants crient « Mort à Khamenei, mort au dictateur ». Plus qu'une révolte, ils réclament une révolution. Manas Shirali, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran. Vous êtes l'auteur d'un livre, Un fenêtre sur l'Iran, Le cri d'un peuple bâillonné, paru en 2021. Alors au cours de ces 20 dernières années, il y a déjà eu de nombreux mouvements de protestation en Iran. En quoi, cette fois-ci, le mouvement est différent ? Il y a plusieurs dimensions qui différencient ce mouvement. D'abord par son ampleur et sa pérennité. Ensuite par la solidarité immense que les hommes ont manifestée envers les femmes. Mais la chose la plus étonnante qu'on peut constater dans ce mouvement, c'est sa dimension anti-religieuse. Ce sont les jeunes qui sont dans la rue, qui sont contre le régime islamique, évidemment, contre les lois islamiques, évidemment, mais en même temps, ils se prononcent contre la religion elle-même. Ils disent « Abat l'islam ». C'est ça qui est très étonnant. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays. Et on le voit dans toutes les images, toutes ces vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les manifestants sont extrêmement jeunes, parfois 15 ans, 16 ans, de 15 à 20 ans. Et ces jeunes sont soutenus par leurs parents. Oui, ce sont les petits-enfants de la République islamique, ce sont les enfants qui sont nés sous la République islamique, mais leurs parents aussi. Et donc, 2 générations d'enfants de la République islamique, on arrive à cette haine immense que les jeunes d'aujourd'hui ont envers la République islamique. Ils ne veulent plus ce régime qui les méprise, qui les violente et qui réprime leur liberté. Donc ils sont là, maintenant ils sont en train de jouer avec le feu, ils mettent leur vie en danger. Ils sont très très jeunes, mais la seule chose qu'ils veulent, c'est de se libérer des contraintes qu'on leur a imposées au nom de l'islam, au nom de la religion. Ils veulent avoir une vie libre, ils veulent avoir la démocratie. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ce mouvement ? Et ce sont les jeunes qui ont été élevés dans les réseaux sociaux. Ils ont grandi devant l'écran de leur ordinateur, de leur smartphone. Et donc, ils ont vu comment vivent les jeunes dans les autres pays. Du coup, ils ont intériorisé les valeurs qui sont un peu mondiales, les valeurs des autres jeunes partout dans le monde, la liberté, la joie de vivre. Et ils souffrent parce que dans leur propre pays, cela n'existe pas. Ils n'ont pas un pays libre, ils n'ont pas d'avenir. L'économie du pays est complètement paralysée. Donc ces jeunes, ils n'ont pas d'avenir. Ces jeunes n'arrivent pas à se faire intégrer dans la société est en chaos, est en crise totale, et ils voient qu'ailleurs, la vie est normale, la vie est belle, et ils souffrent d'autant plus qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans les autres pays du monde. Du coup, ils veulent vivre comme eux, ils veulent vivre comme les autres jeunes, et c'est tout à fait leur droit. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché profondément ce mouvement? Ça faisait très très longtemps que la société iranienne est mécontente. Ça fait très longtemps que les Iraniens ne comprennent pas la diplomatie belliqueuse des dirigeants de leur pays. Et ça fait très longtemps que les ayatollahs sont vraiment détestés des Iraniens, il faut le dire. Ce qui étonne les gens, ce qui étonnait les observateurs qui voyaient la situation iranienne, c'était plutôt le silence de la société. On se demandait comment les Iraniens, qui sont si contre, qui sont si fâchés, qui sont si mécontents de leurs dirigeants, peuvent
rester silencieux et ne rien dire. La mort de Mahsa Amini, la jeune fille kurde de 22 ans, a réveillé une rage qui était déjà dans la société. Et on voit que depuis, la société iranienne ne se décolère pas, parce que c'est une colère beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante qui était déjà dans la société. La mort de Mahsa de 22 ans, la jeune femme de 22 ans, c'était vraiment une étincelle qui a fait exploser toute la société. Alors, on voit ces femmes qui brûlent leur voile. De nombreuses femmes osent également se promener dans la rue sans voile. Alors, ce voile, il est, c'est le symbole, au fond, de l'oppression du régime. On va le voir dans le Zoom d'Olivier Kohler et puis on vous retrouve juste après. Des femmes iraniennes défiant la répression du régime des mollahs, enlevant et brûlant le voile islamique sur la place publique. Un geste qui a valeur de symbole dans cet Iran où la jeunesse revendique des libertés nouvelles et veut s'affranchir du carcan rigoriste de la révolution islamiste. Une révolution est en train de se produire, pour moi et pour des millions d'Iraniens. C'est une révolution qui est menée par des femmes, soutenue par des hommes, et c'est un point de basculement pour la République islamique. Le hijab obligatoire est comme le mur de Berlin. Si nous abattons ce mur, la République islamique n'existera plus. Faire tomber le voile, un combat qui remonte à la chute du Shah d'Iran. La fin d'une époque bénie où les femmes affichaient sans complexe un look à l'occidental dans les rues de Téhéran. En 1979, dans le sillage de la révolution islamique, des milliers d'Iraniennes se mobilisent pour exiger qu'on ne leur impose pas le port obligatoire du voile. Ce jour-là, 4 d'entre elles périront, poignardées en pleine rue par des fanatiques religieux. 40 ans après, le débat clive la société iranienne entre les tenants du rigorisme islamiste et ces jeunes femmes en quête de liberté, prêtes à mourir en martyrs pour défier le régime des mollahs. Pour moi, c'est une façon de manifester ma désobéissance civile. Ça montre que les femmes iraniennes sont courageuses et disent non aux lois de la République islamique d'Iran. Elles sont des milliers à protester au péril de leur vie, comme Nika, arrêtée le 20 septembre, retrouvée par ses parents le 3 octobre dans une morgue de Téhéran. La répression brutale n'entame pas la détermination de ces jeunes femmes. En 2017, elles créent un collectif où elles expliquent pourquoi elles ont décidé de ne plus dissimuler leurs cheveux et revendiquent la liberté de porter ou non le voile. Parfois, c'est même l'homme qui enlève le voile et le porte comme une écharpe, en signe de défiance. Manas Shirali, alors de quoi le port obligatoire du voile est-il devenu le symbole aujourd'hui en Iran ? Déjà, le port de voile, c'est la manière dont le pouvoir religieux impose à la femme de se couvrir, de se cacher. C'est une stigmatisation du corps de la femme. Donc, le port du voile est très, très significatif déjà dans l'islam, dans la religion. En couvrant la femme, on réduit la femme en citoyen de second degré. Donc, c'est déjà ça. Mais en Iran, Khomeini, quand il est arrivé en 1979, et il a pris cette mesure répressive comme la première mesure, et c'était l'obligation du port du voile pour les femmes iraniennes. Et c'est ainsi qu'il a voulu, en fait, rendre la société iranienne, qui était une société quand même moderne. Les femmes étaient dans les universités, et on avait des femmes ministres, des femmes juges. Alors, pour rendre cette société soumise à son écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la première mesure pour imposer aux femmes le port obligatoire du voile et ainsi, il a paralysé la moitié de la société.
la moitié de la société. C'était par cette manière que la domination de la République islamique a réussi de s'installer sur la société iranienne. Et les hommes à l'époque n'ont pas soutenu les femmes. Aujourd'hui, quelque chose a changé. On voit à quel point les hommes ont compris. C'est une conscience généralisée parmi les hommes. Ils ont compris que la libération de leur pays, la liberté de leur pays, de la main des religieux, passe par la liberté des femmes, par la libération des femmes. Aujourd'hui, le voile islamique, la manière dont les Iraniens brûlent le voile, cela est devenu le symbole de la liberté des Iraniens de la main des religions, de ce régime qui méprise les femmes, qui violente les hommes. Donc, le voile est le symbole de toute une domination religieuse sur un ensemble de pays. Alors aujourd'hui, les manifestantes et les manifestants réclament la chute du régime. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que le régime peut céder? Est-ce qu'il y a des signes d'ouverture aujourd'hui? Je ne saurais pas vous répondre. Le régime ne fait pas de flexibilité. Il est incapable d'être flexible. Il est incapable de montrer la moindre ouverture. Il est incapable de négocier avec la société. Depuis 2019, sa relation avec la société iranienne est complètement coupée. Le régime s'est radicalisé. On ne peut pas attendre que ce régime manifeste des signes de flexibilité, d'ouverture. En revanche, jusqu'où ce mouvement pourrait aller? Est-ce que les jeunes Iraniens sont capables de renverser le régime? Et personne ne peut vous répondre. Il faut attendre, il faut voir comment les choses se passent. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la force d'un peuple qui veut prendre son destin en main. Ça, on ne peut pas les sous-estimer. Ces jeunes, ils veulent vivre autrement, ils veulent vivre librement. On ne peut pas les sous-estimer et ils ont une force qui est leur volonté. Est-ce qu'ils arrivent à renverser le régime aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Je sais seulement une chose. Aucun régime en ce 21e siècle ne peut survivre malgré la volonté de son peuple. La République islamique n'a pas le soutien des Iraniens, ça c'est sûr. Est-ce qu'il peut continuer jusqu'à là? Jusqu'où ce régime pourrait continuer? On peut vous dire tout simplement qu'il n'a pas beaucoup d'avenir devant lui. Alors, jusqu'où peut-il aller? Vous écrivez également jusqu'où le monde libre peut autoriser un État religieux qui étouffe un peuple. Est-ce qu'il faut des sanctions? Est-ce qu'il faut une réaction forte aujourd'hui de la communauté internationale? Écoutez, la seule chose que je sais, c'est que ces jeunes Iraniens qui sont en train de périr dans les rues iraniennes, ces jeunes de 15 à 18 ans qui sont en train de mourir tous les jours, ils nous mettent, nous, les individus démocratiques, devant nos responsabilités. Nous sommes responsables, nous devons faire quelque chose. Quoi? C'est vraiment pas moi qui dois répondre, c'est la communauté internationale qui doit prendre sa décision et de ne pas traiter un régime qui est en train de tuer ses ressortissants, ses propres ressortissants et en l'occurrence les jeunes, ces enfants. Ce régime est en train de tuer les enfants de ce pays et nous sommes responsables, nous devons faire quelque chose. Mahnaz Sherali, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous en duplex depuis Paris. Et puis je rappelle donc votre dernier livre, La fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, paru en 2021 aux éditions Pérégrine. Merci beaucoup et à bientôt. La répression, la terreur du régime iranien s'exerce sur les femmes, mais également sur les artistes, les intellectuels, les scientifiques. Roland Marchal est chercheur français à Sciences Po Paris. En 2019, il a lui-même été arrêté puis emprisonné sans motif durant 9 mois en Iran avant d'être échangé contre un prisonnier iranien en France. Sa compagne, franco-iranienne, directrice de recherche, Fariba Adelka, est, elle, toujours emprisonnée par Téhéran. Nous avons recueilli son témoignage. Je me suis rendu en Iran en juin 2019
pour rencontrer une de mes très chères collègues. J'avais l'habitude d'aller en Iran, passer quelques jours, travaillant sur la Corne de l'Afrique. Les relations, disons, aériennes étaient relativement faciles. Et l'accès aussi à l'Iran était facilité depuis l'accord sur le nucléaire. Donc on achetait son billet, son visa à l'aéroport, très simplement, comme on le fait dans de nombreux pays, y compris le Kenya, où je me rendais très souvent. J'ai été arrêté à l'aéroport, emmené le lendemain. J'étais à la prison d'Evin, dans l'aile contrôlée par les gardiens de la Révolution. Je suis resté 9 mois et demi en détention. Je n'ai pas été jugé. J'ai été finalement échangé contre un citoyen iranien détenu par la France. Ils avaient accès à mon ordinateur, mon iPad, mon téléphone. Ils avaient 20 ans de correspondance, d'emails et de professionnels. Enfin, ils savaient tout de ma vie. Ils savaient tout de mes activités professionnelles et le fait d'assister à une réunion ici, ça voulait dire que je travaillais pour la CIA ou la DGSE. Si vous voulez, le tout premier jour, bon, je me dis que c'est un malentendu parce que je ne travaille pas sur l'Iran. Enfin, mes relations avec l'Iran sont d'ordre essentiellement touristique. Je ne comprends pas trop. Tout ça n'avait aucun sens pour moi. Je pensais, au début, j'ai pensé à un malentendu, mais quand je me suis retrouvé à Evin, parce que, si vous voulez, vous avez les yeux bandés, mais vous pouvez toujours... Bon, quand j'ai vu que j'étais à Evin, alors là, je me suis dit qu'il se passait autre chose. Et après, pendant des mois, j'ai essayé de comprendre. Et c'est très déstabilisant parce que tout est arbitraire. Pourquoi enfin, imaginez qu'on vous bande les yeux, on vous arrête et on vous amène dans une salle et on vous dise « Qu'avez-vous écrit en 1992 ?» Vous êtes dans une atmosphère aussi où vous êtes complètement isolé. Si vous voulez, vous avez un beau mur devant vous. Donc vous pouvez essayer de trouver, de regarder les taches sur le mur, enfin de vous demander ce que c'est, mais votre mémoire immédiate, elle diminue quand même drastiquement. Les crises de panique, c'est vous êtes dans un état normal, comme je suis en face de vous. Et puis tout d'un coup, vous perdez le contrôle de votre respiration. Vous commencez à pleurer, vous commencez à crier. Vous ne savez pas pourquoi. Personne ne vous menace. Il n'y a rien. Il n'y a aucun changement dans votre univers immédiat comparé à 10 minutes avant. D'accord ? Et ça dure. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Et donc... c'était un moment où nos cellules étaient filmées 24 heures sur 24, éclairées 24 heures. Et si vous voulez, c'est un des moments où vous êtes content que vous soyez filmé, vous êtes filmé comme ça, parce que y a un garde qui finit par arriver, parce que ça fait beaucoup de bruit, enfin, même si les cellules sont très insonorisées, vous n'êtes pas du tout dans un état normal, et alors on me sort, on me met dans une cour, et là, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'essaie de récupérer le contrôle de mon corps. D'accord ? Donc c'est très douloureux. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous allez ? Je ne veux pas répondre à cette question. Je veux que les gens soient libres. L'Iran cherche des soutiens sur la scène internationale alors que les négociations sur son programme nucléaire patinent. Téhéran se rapproche de Moscou à qui il fournirait des drones militaires. Elsa Anguinolfi. Attaque de drones en plein Kiev. Des drones militaires iraniens que les forces de l'ordre ukrainiennes tentent parfois d'abattre avant qu'ils ne touchent leur cible. L'Iran, qui nie officiellement fournir ses armes, serait l'un des rares pays avec la Corée du Nord à livrer du matériel militaire à la Russie, selon les services de renseignement américains. Depuis le début de la guerre, le régime des Mollahs joue le rapprochement avec Vladimir Poutine, reçu à Téhéran en juillet. 2 mois plus tard, le président iranien soulignait leurs intérêts communs en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Les relations entre les pays qui sont sanctionnés par les États-Unis, comme l'Iran, la Russie ou d'autres pays, peuvent permettre de surmonter de nombreux problèmes et questions, et les rendre plus forts. L'Iran doit officiellement rejoindre en 2023 l'Organisation de coopération de Shanghai, qui inclut aussi la Chine et l'Inde. Une organisation qui se pose en contrepoids à la puissance américaine, cible constante des dirigeants iraniens.
Il ne fait aucun doute que l'unilatéralisme américain cherche à empêcher les pays de suivre leur propre voie de développement. Les épisodes de forte tension entre les deux pays sont réguliers, comme en 2018 lorsque les États-Unis de Donald Trump ont dénoncé unilatéralement l'accord sur le nucléaire iranien. Co-signé en 2015 par la Russie, la Chine et l'Union européenne, cet accord devait permettre un allègement des sanctions en échange de garanties que l'Iran ne développe pas d'armes nucléaires. Depuis, Téhéran a relancé l'enrichissement d'uranium. Ils continuent l'enrichissement de manière assez soutenue. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'atteignent une ou plusieurs quantités dites significatives. Les négociations ont repris sous le mandat de Joe Biden, mais n'ont toujours pas abouti après 18 mois de discussion. Téhéran dévoilait encore en septembre un nouveau missile de dernière génération, le Rezvan. Quelques mois après avoir testé un autre missile capable d'atteindre Israël, grand allié de Washington, mais aussi des bases américaines dans la région. Grandir en tant que femme en Iran, c'est l'histoire autobiographique racontée par Marjane Satrapi dans la bande dessinée culte Persépolis, éditée en 2001, puis adaptée au cinéma, une œuvre toujours aussi actuelle. Remets bien ton foulard, ma sœur. Hé, je te parle. Monsieur, on ne dit pas « je te parle », on dit « je vous parle ». Un peu de respect, s'il vous plaît. Moi, te respecter? Les femmes comme toi, je les baisse contre les murs et je les jette aux ordures. Au nom de toute l'équipe des Géopolitis, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et notre partenaire TV5 Monde. À très bientôt.